Décembre, on aura un thème qui va être sur les mathématiques et la logique, et puis on va jusqu'à la biologie, jusqu'aux les sciences humaines, donc sur la notion de l'esprit, rapport entre esprit et matière, etc. Voilà, et aussi, puisqu'actuellement on a le COP 21 qui va commencer là, ce week-end, donc on a déjà eu aussi sur le climat, sur l'environnement, un certain nombre de clubs sciences animés, et ça va aussi se poursuivre ou s'élargir dans ce domaine. Okay. Alors, effectivement, en octobre, on a eu le thème du club sciences, c'était sur Darwin. Le titre était volontairement un peu humoristique, du style, donc Darwin survivra-t-il à la sélection scientifique du XXIe siècle? C'était ça. Alors, bon, personnellement, il y a une chose de base que je trouve en science, c'est que je ne crois pas au hasard. Autrement dit, très souvent en science, dans la science moderne, on a tendance à donner une place de plus en plus importante au hasard, jusqu'à la fin du XIXe siècle. La science était très déterministe. On avait une philosophie qui était extrêmement déterministe. Avec l'avènement de la physique quantique, on est allé vers une science beaucoup plus indéterministe. Mais indéterministe ne veut pas forcément dire hasard. Or, c'est un peu cette tendance-là. Et pour revenir à Darwin, c'est sur ce point-là que ma conception diffère de celle de Darwin. Et donc, par conséquent, on constate effectivement une évolution. Ça, aujourd'hui, bon, il y en a qui nient qu'il y a eu une évolution, mais ce sont des minorités et qui n'ont en général rien de scientifique. Par contre, la grande discussion, c'est est-ce que cette évolution s'est faite selon purement le hasard et la nécessité, ou bien est-ce que ça a suivi des lois plus étroites? Pourquoi? Parce que l'on constate que l'évolution a abouti à des êtres vivants de plus en plus complexes. Et sans éliminer, et ça c'est aussi intéressant, sans éliminer les êtres les plus élémentaires. C'est-à-dire que les bactéries, qui sont les êtres vivants les plus simples, ont été les tout premiers êtres vivants à exister et subsistent jusqu'à aujourd'hui, constituent, si on considère en quantité le nombre d'êtres vivants, c'est l'immense majorité en fait. Et dans notre propre corps, les bactéries jouent un rôle important, pas seulement pour les maladies, ça c'est le côté, mais nous avons beaucoup de bactéries très utiles, sans lesquelles nous ne serons pas capables de vivre. Donc, ça c'est extrêmement intéressant parce que Darwin parle de la lutte pour la vie. Souvent, il s'est basé sur l'idée de la lutte pour la vie, mais en fait, la vie est en réalité beaucoup plus une coopération qu'une lutte entre les êtres vivants. À commencer justement par notre propre corps, dans lequel les bactéries qui sont dans notre système digestif profitent des aliments que nous avalons et nous aident à les digérer. Donc là, il y a Et en fait, quand on est malade, c'est parce qu'il y a un déséquilibre qui se produit dans cette coopération, que ces bactéries sont attaquées elles-mêmes par d'autres bactéries ou d'autres corps. Donc en réalité, il va y avoir une scission, quelque chose d'anormal qui va se faire lorsqu'on a une maladie. Donc ce n'est pas la règle. La lutte ou la maladie
n'est pas la règle, mais c'est au contraire plutôt l'exception. Et même si on, par exemple, si on se situe au niveau des animaux prédateurs, on pourrait dire, ah ben là, il y a une lutte entre le... sauf que c'est toujours dans le même sens. C'est pas l'animal chassé. C'est pas l'animal chassé qui va tuer son prédateur, mais il va juste échapper éventuellement. Mais l'un ne peut, enfin le prédateur lui-même ne peut pas vivre sans les animaux qu'il chasse. C'est-à-dire qu'il est dépendant finalement. Donc toute la structure écologique d'ailleurs, si l'homme par exemple perturbe cette structure écologique, il va perturber toute la chaîne d'un bout à l'autre. Et alors par exemple on a le problème des abeilles, dont on sait qu'elles sont en danger à cause de la pollution, de différents phénomènes, et que par conséquent, mais les abeilles sont essentielles pour la multiplication des plantes, pour le rapport. Donc, il y a tout un rapport entre le monde végétal et le monde animal, aussi l'équilibre entre oxygène, dioxyde de carbone. Donc, tout le système vivant, tous les systèmes vivants forment un système écologique absolument formidable et qui est, je dirais, c'est d'une précision millimétrée pour que ça fonctionne, si millimétrée que si les êtres humains ou quelque autre phénomène perturbent ce système, on a un déséquilibre écologique qu'on observe malheureusement trop souvent actuellement. Alors, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, la plupart des scientifiques soutiennent encore les idées de Darwin. Mais ça n'est pas forcément parce que Darwin avait raison, mais il avait raison sur certains points. Et ces points-là ont été confirmés. Alors, quels sont ces points? Eh bien, le fait qu'il y a des espèces qui disparaissent, donc qui sont éliminées sur ce qu'on peut appeler des micro-évolutions, c'est-à-dire que d'une espèce à une espèce voisine, on a effectivement des transformations qui se font par ce qu'on appelle les lois de la sélection naturelle. Et c'est un peu comme pendant plusieurs centaines d'années, on a vécu avec les équations de Newton et qui semblaient être parfaitement adaptées à la réalité. Et puis, on a un certain monsieur Einstein qui est arrivé et qui a dit attention. Et donc, les équations de Newton ont été totalement remises en cause. Alors, dans la pratique, ça ne change pas grand-chose dans la vie de tous les jours. Parce que Newton ne devient faux qu'à des vitesses proches de la lumière qu'on est souvent loin d'atteindre. Mais dans la théorie, c'est assez différent. Et je pense qu'on va aboutir un peu à la même chose avec Darwin, c'est-à-dire qu'il y a des idées de base. Donc par exemple, il a amené l'idée d'évolution, et ça va rester, un peu comme les lois fondamentales de Newton vont rester, mais la grande question va être, mais comment se fait sur la méthode de l'évolution? Parce qu'on a beaucoup de ce qu'on appelle des chaînons manquants, si on suit, et que sans une certaine coordination de ce qu'on appelle les mutations, eh bien, et la probabilité que des mutations simultanées se produisent dans un organisme au hasard et donnent le résultat escompté, elle est assez faible. Le problème, c'est que aujourd'hui, on n'a pas encore découvert le nouvel Einstein de l'évolution. Si on avait un Einstein de l'évolution, les choses pourraient peut-être évoluer. Mais on n'a pas de nouvelle théorie qui puisse vraiment remplacer Darwin. Mais par contre, ce dont je suis à peu près sûr, c'est que si Darwin vivait à notre époque, en connaissance, je pense que lui-même reconnaîtrait que sa théorie est à améliorer. Donc,
Donc ce que je dis n'est rien contre Darwin lui-même, mais il est lié au fait que toutes les sciences évoluent, et ce qui était vrai il y a 100 ans n'est plus vrai aujourd'hui. Et c'est un processus tout à fait normal. Si Newton vivait aujourd'hui aussi, il reconnaîtrait parfaitement la théorie d'Einstein, et peut-être il développerait de nouveaux aspects, parce qu'on a encore beaucoup de questions en science. Et peut-être la même chose avec Darwin. Si Darwin vivait aujourd'hui, il serait peut-être celui capable justement de remplacer sa propre théorie par une théorie plus adaptée. Alors, en fait, c'est pas très très clair. Alors, parce que Darwin vient d'un milieu religieux. Lui-même, quand il était jeune, voulait devenir pasteur. Et donc, il semblerait, mais je reste au conditionnel, parce que en fait, on n'est pas très très sûr. Il semblerait qu'au cours de sa vie, il ait perdu la foi, suite à ses travaux et ses recherches. Ce que sa femme déplorait d'ailleurs, parce que sa femme, elle, est restée très croyante jusqu'au bout. Et ils ont un dialogue, il y a des lettres entre Darwin et sa femme qui donnent un dialogue très émotionnel, très intéressant, qui montre d'ailleurs qu'en tout cas, foi ou pas foi, Darwin et sa femme s'aimaient d'un amour très fort et très sincère. Donc, lorsqu'on regarde les différentes versions de Darwin, de son livre sur l'évolution, en fait, il y a certaines éditions où il ne parle plus de Dieu, mais dans la dernière édition, il réintroduit, on retrouve Dieu. Alors, certains diront, c'est pour que le message passe mieux. Je ne crois pas, sans en être 100% sûr, mais je ne crois pas. Pourquoi? Parce que Darwin, il n'était pas homme à se soucier forcément des convenances. Le fait qu'il soit parti dans cette direction, alors que autour de lui, tout le monde était très hostile, il avait suffisamment de courage, et je ne pense pas que s'il a fait ces petits changements à la fin, c'était... Alors, peut-être que il ne voyait plus tout à fait sa théorie comme incompatible avec l'existence d'une création. Mais ça reste des hypothèses. Bon, il faudrait le faire revenir pour lui demander qu'est-ce qu'il dirait lui-même. Il y a le fait que déjà à l'époque de Darwin, donc du point de vue des mouvements religieux, ils étaient totalement opposés à Darwin. Déjà ça a beaucoup évolué. C'est-à-dire que sans forcément accepter tous les éléments de la théorie de Darwin, la plupart des églises ou des mouvements religieux aujourd'hui, sauf les extrémistes on va dire, acceptent l'idée d'évolution. Alors, il reste notamment aux États-Unis un mouvement créationniste pur et dur qui demeure, mais c'est plutôt l'exception. Donc, dans l'Église catholique, par exemple, le pape a accepté l'idée d'évolution. Donc, après la question, est-ce que... alors, dans sa forme pure, effectivement, la théorie de Darwin, s'appuyant sur les deux piliers, d'une part de la sélection naturelle et du hasard, et alors avec toutes les nuances, parce que parmi on va dire, les darwinistes, entre guillemets, il y en a qui disent, qui font, j'allais dire presque, de la sélection naturelle leur Dieu, et d'autres qui donnent beaucoup plus de place au hasard. Donc il y a, à l'intérieur des pro-Darwin, il y a déjà des écoles différentes. Et de la même façon, parmi les personnes religieuses, il y a toutes sortes de nuances. Il y en a qui restent très proches de la théorie de Darwin, avec des nuances, et puis d'autres qui s'en éloignent beaucoup. En tout cas, personnellement, je pense que
on a peut-être vécu avec une fausse idée de ce que pourrait être un créateur. C'est-à-dire penser la création comme un coup de baguette magique. Ma conception est plutôt que l'univers n'a pas pu surgir du néant, de rien. Quand on voit les êtres humains avec la capacité de penser, de réfléchir, que l'univers suit des lois précises, etc., on ne peut pas imaginer que cela vienne de rien, du néant, et sous forme de hasard. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a un créateur avec une barbe, et comme on se le représente de façon trop imagée dans les religions. Mais qu'il y a, je dirais un peu comme, au moins comme Einstein disait, une intelligence supérieure qui à l'origine de la création. Donc cette intelligence supérieure faisait dire d'ailleurs à Einstein, ce qu'il y a de plus incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. Autrement dit, si le monde est compréhensible, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a cette intelligence à l'origine. Et je pense qu'une nouvelle théorie pourrait aller dans cette direction. C'est-à-dire l'idée d'une force créatrice qui ne soit pas un dieu des miracles, paf, paf, je fais ça, je décide ça, mais qui suivent justement une certaine loi, des certaines règles, et donc ça se fait de façon naturelle. On n'a pas besoin de phénomènes supernaturels, mais les choses se font de façon naturelle, un peu comme un architecte qui bâtit une maison, elle va pas se construire d'un seul coup, et si la maison n'est pas fondée en tenant compte des lois de la physique, de la statistique, l'immeuble il va s'écrouler. Donc il faut que les choses soient rationnelles. Et donc, s'il existe un créateur, il doit avoir cet aspect rationnel et suivre des voies rationnelles. Et c'est dans cette direction que la science peut travailler. La science ne peut pas travailler avec des miracles. Parce qu'on ne peut pas déduire des lois à partir des miracles. Donc, il faut qu'il y ait une rationalité dans tous les cas. Et c'est par le biais de cette rationalité qu'on peut concilier le côté création et le côté évolution. Et parce que l'évolution qui se ferait au hasard, là aussi, on n'a aucune rationalité. La science a besoin de rationalité. Si tout se fait de façon chaotique et au hasard, il n'y a plus de science. Donc la science elle-même a besoin de rationalité. Donc la religion a besoin de rationalité, la science a besoin de rationalité, et c'est ça le point commun sur lequel on peut travailler. Donc ce qui reste à trouver dans l'évolution, ce sont ces mécanismes rationnels qui restent à trouver pour expliquer l'évolution. Alors éventuellement là je peux développer très brièvement des pistes, des pistes que j'ai. J'ai parlé dans ma conférence que j'ai donnée d'une évolution verticale et d'une évolution horizontale. Alors, l'évolution verticale, c'est celle-là qui est essentiellement rationnelle. C'est-à-dire que quand on passe d'un être vivant à la génération suivante, il y a des lois de ressemblance. Et donc, on va se maintenir, et la sélection naturelle va agir de façon à ce que il y a des différences d'une génération à une autre, mais que ces différences n'aillent pas dans n'importe quelle direction. Donc la sélection naturelle crée un cadre, des limites. Si c'est pas viable, il y a un bébé qui meurt parce qu'il n'est pas viable, c'est quelque chose qui est finalement naturel. Il y a eu des anomalies où, dans le jeu
qui fait intervenir le hasard, parce que de toute façon, à travers l'ADN, il y a une certaine loterie qui se fait. Mais donc cette évolution verticale permet de mettre un cadre limite. Par contre, il y a une évolution horizontale qui, elle, laisse une grande liberté à l'expansion. Et c'est celle-là qui permet d'ailleurs que la vie a évolué sous toutes sortes de formes. Parce que si on n'a que cette évolution verticale, ça ne va pas changer grand-chose. Alors, cette évolution horizontale, elle a existé au départ par des échanges de gènes entre les bactéries. On avait différents types de bactéries. Et dès le départ, les bactéries se sont échangées des gènes. Certains parlent d'ailleurs même de bactéries mâles et femelles, sauf que dans ces transmissions, le mâle transmet aussi sa masculinité à la femelle. Donc mais c'est une comment dire, une pseudo-sexualité, c'est-à-dire un précurseur de la sexualité, première forme. Et puis après, on a vraiment la sexualité, et c'est cette sexualité qui va engendrer la richesse. Parce que, bon, entre un élément mâle et un élément femelle, on va avoir des échanges, et là, il y a plein de combinaisons possibles, et ça va donner une très grande diversité, et va rendre possible la création carrément de nouvelles espèces. Mais par le biais de la sélection naturelle et de la fertilité, on va avoir des limites à cette multiplication. C'est-à-dire que, là encore, lorsqu'on passe d'une espèce à une autre, on s'aperçoit qu'il y a, à un certain moment, il n'y a plus d'interfécondation possible, au-delà d'une certaine limite. Et ça, c'est parce que ça pourrait donner des éléments non vraiment viables. En même temps, une fois que le saut est fait et qu'on a un mâle et une femelle d'une nouvelle espèce, à ce moment-là, il y a un nouveau développement qui peut se faire. Donc, en résumé, l'évolution verticale se fait selon des lois, un cadre strict qui n'est pas créatif, mais qui est très rationnel. Et l'évolution horizontale, au contraire, présente tous les aspects, un aspect créatif qui peut aller dans n'importe quelle direction et qui est juste contrôlé, limité par l'évolution verticale. Alors, ça reste à découvrir dans le domaine de l'expérience scientifique, même si dans l'évolution, l'expérience scientifique est difficile à réaliser parce qu'on ne peut pas faire l'expérience de toute l'évolution passée. On peut tout juste faire des expériences sur des êtres vivants et faire des tests pour essayer de reproduire certaines formes d'évolution. Mais le problème dans les sciences biologiques, enfin, en particulier la paléontologie et tout ce qui s'est passé dans le passé, c'est qu'on ne peut pas vraiment reproduire ce qui s'est passé dans le passé. Donc on ne peut que supposer, et à partir de là, pouvoir faire des prédictions sur comment va continuer l'évolution. Parce que c'est aussi ça qui va nous intéresser. Du fait même qu'il y a cette évolution verticale qui, elle, est plutôt un frein, qui essaie de maintenir certaines formes de vie. Avec l'évolution horizontale, on a beaucoup de changements, mais alors, ce qui est possible, et que dans un livre de Sir John Eccles, qui est le prix Nobel de médecine, il mentionnait que, selon lui, alors tout le monde n'est pas d'accord avec lui, mais moi je trouve cette idée intéressante, c'est que l'humanité ne devrait pas connaître de changements fondamentaux. Il va y avoir des adaptations, je dirais du style par exemple, le fait qu'on mène une vie aujourd'hui très différente, il y a des nourritures différentes, etc. Donc ça va amener un certain nombre d'évolutions. Mais de là à passer à une toute nouvelle espèce dans l'humanité,
ça paraît difficile. Pourquoi? Parce que si on regarde comment dans le passé on a évolué d'une espèce à une autre, ça s'est toujours fait à travers ce qu'on appelle des goulots d'étranglement. C'est-à-dire qu'il a fallu que certaines populations où il y a eu des modifications génétiques soient isolées d'une autre population, et à ce moment-là, les deux groupes évoluent de façon différente. Mais dans l'humanité, il y a un tel brassage, un tel mélange, qu'il est difficile d'imaginer une population isolée qui va donner naissance à une nouvelle espèce et que l'autre partie, l'immense majorité de l'humanité, finisse par s'éteindre. Ça paraît très peu probable. Donc, mais c'est ce qui s'est passé. Par exemple, on avait l'homme de Néandertal, mais qui a disparu, et puis remplacé par l'Homo sapiens, qui à partir d'une faible population s'est développé. Aujourd'hui, avec l'humanité qui est dans le monde entier et avec des moyens de communication ultra rapides, il paraît peu probable qu'on ait de telles... Donc, micro-évolution, oui. Macro-évolution, peu de chance. Pour l'être humain. Après, maintenant, pour d'autres êtres vivants, ah oui, là, il peut y avoir des transformations énormes. Qu'on peut observer d'ailleurs au niveau des bactéries, par exemple. Du fait qu'il y a une course, on crée des antibiotiques pour éliminer des bactéries. Bon, les bactéries, elles cherchent à se défendre. Et comme elles ont un cycle beaucoup plus rapide que l'être humain, hein, l'être humain, ça c'est sur des années, mais les bactéries, ça se multiplie à une vitesse incroyable. Donc, ce qui se produit sur peut-être des milliers, voire des millions d'années sur les êtres humains, peut se produire en quelques jours sur des bactéries, ou au moins en quelques années. Donc au cours des années, on voit que les bactéries s'adaptent et résistent, et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il faut faire très attention sur l'emploi des antibiotiques, de ne pas les employer à tort et à travers. On dit les antibiotiques, c'est pas automatique, et je pense que c'est très vrai. En fait, je dirais que plus une espèce est complexe, et moins les possibilités d'évolution sont fortes. Et je prends l'exemple, si vous avez une 2 chevaux de base, et puis une Ferrari, à partir d'une Ferrari, les possibilités, alors là c'est la construction, c'est pas de l'évolution, mais le principe reste le même. Faire évoluer par modification une Ferrari en quelque chose d'autre, les possibilités sont très limitées. La 2 chevaux, on pourra en faire pas mal d'autres choses, en fait. Et donc c'est pour ça que les bactéries ou des êtres vivants, plantes ou animaux plus simples, il pourra y avoir des évolutions encore assez fortes. Par contre, les mammifères supérieurs et êtres humains, les possibilités d'évolution sont plus restreintes. C'est ce qui fait d'ailleurs que actuellement, c'est en dehors de l'être humain qui lui s'assure la suprématie, mais dans les êtres vivants, mammifères, etc., supérieurs, c'est là qu'on a le plus de disparitions, quoi. Et parmi donc, les singes qui sont les plus proches de l'homme, on a une menace d'extinction de beaucoup d'espèces simiesques. Oui, alors, ou bien l'homme. Oui, le fait est que, en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand même une grosse partie des bactéries sont des bactéries utiles qu'on a dans notre propre corps. En fait, on a, je crois, à peu près de 1 à 2 kilos de bactéries dans notre corps, et qui sont là pas pour nous détruire, mais pour coopérer. Donc toute la question est l'évolution de ces autres bactéries. Peut-être parce qu'avec les progrès de la science et de la technique, on pourrait peut-être même guider l'évolution de ces bactéries et en
de façon à les faire devenir des bactéries coopératives au lieu de... pourquoi pas? De la même façon que l'homme, l'être humain, a domestiqué certains animaux sauvages, et donc qui vivent dans l'environnement, on pourrait envisager, entre guillemets, c'est pas la même chose, mais une, entre guillemets, domestication des bactéries qui ferait qu'on soit capable de transformer des bactéries nuisibles en bactéries utiles. Alors là, ça sera contre nature. Mais la réaction serait laquelle alors? Oh, contre nature, bonne question. L'homme lui-même fait partie de la nature. Il est un agent qui... Et c'est ça le point, ça c'est intéressant, effectivement. Le point qu'a atteint l'être humain, là je lisais dans... il y a un livre, je ne sais plus, je crois, ça s'appelle L'évolution des bactéries à l'être humain. Et quelqu'un qui, dans le dernier chapitre, justement, disait que la particularité de l'être humain, ce qu'il a atteint dans l'évolution, c'est que l'être humain lui-même, au lieu d'être exactement avec les êtres vivants comme avec l'énergie atomique, si elle est utilisée pour aider et pour donner des ressources énergétiques, c'est quelque chose de positif. Si elle est utilisée pour construire des bombes atomiques et détruire la planète, ça peut être quelque chose de négatif. Parce qu'en fait, tout phénomène est finalement naturel. Hein. On parle par exemple, justement, l'énergie atomique. Et le soleil, l'énergie du soleil, c'est une énergie atomique. C'est la transformation d'hydrogène en hélium avec des gazons. Et on cherche actuellement, on a des recherches avec le projet ITER, de transformer, alors de passer, parce qu'on en est en énergie actuellement, on travaille encore avec ce qu'on a appelé la bombe A, bombe atomique. Mais l'équivalent en production d'énergie de la bombe H, qui était la bombe à hydrogène, on ne l'a pas encore réalisé, parce que c'est des énergies tellement considérables qu'on ne maîtrise pas encore. Mais à mon avis, à terme, on va être capable de maîtriser ça. Et ça permettra aussi de résoudre les problèmes, parce que là, les déchets ne sont plus des déchets radioactifs. Donc, parce qu'avec l'énergie atomique actuelle, on a des problèmes de radioactivité, de risque, etc. Mais une fois qu'on sera capable de contrôler la fusion, justement, actuellement, on travaille sur la fission. On produit de l'énergie par la fission d'atomes. Le jour où on sera capable de produire de l'énergie par la fusion de façon contrôlée, c'est ça le problème, eh bien, on aura une source d'énergie. Elle ne sera pas inépuisable, mais nous permettra de continuer pendant des milliards d'années. Donc, mais ce sera une utilisation artificielle, mais d'une énergie naturelle. De toute façon, on ne peut pas échapper aux lois de la nature. On ne peut que les utiliser dans un sens ou dans un autre. D'accord, on prend une petite pause parce que... Oui, oui.